Il y a très longtemps, un seigneur sorcier Kiku maléfique régnait sur les terres du monde du manga. Il régnait et faisait souffrir les fans de manga. Mais une légende raconte qu'un guerrier mangas arrivera et reparlera d'un bon manga. Voici son histoire, sa légende. Bonjour tout le monde et bienvenue dans Monsieur Manga se présente. Aujourd'hui, on va parler d'un manga qui est pas forcément hyper connu des petits jeunes, mais pourtant c'est un putain de bon manga d'Heroic Fantasy qui était l'une des valeurs sûres du Shonen Jump en son temps et qui est quand même un manga qui est l'adaptation d'un univers de jeux vidéo qui est plutôt connu. Aujourd'hui, on parle de Dragon Quest, la quête de Dai. Dragon Quest, la quête de Dai est un manga écrit par Riku Sanjo et dessiné par Koji Inada. Il a été publié dans le Weekly Shonen Jump de 1989 à 1996. En France, ce sont les éditions J'ai lu qui l'ont publié une première fois en 1996, puis c'est Tonkam qui l'a réédité en 2007. Le manga a été adapté en animé de 46 épisodes en 1991 et est arrivé en France en 1994 dans le Club Dorothée. Il y a 15 ans, Adlar, le roi du mal, terrorisait le monde avec ses hordes de monstres et a été vaincu par un grand héros. Libérés de ce maléfice, les monstres ont recommencé à vivre discrètement sur une petite île des mers du Sud, l'île de Dermlin. C'est sur cette île que Dai, un jeune garçon de 12 ans, a été élevé. Son rêve est de devenir un grand héros et de protéger l'île, alors que son grand-père, un monstre, souhaite qu'il devienne un grand mage. Mais Dai n'est pas doué pour la magie. Malheureusement pour eux, le roi du mal ressuscite et recommence à semer la terreur dans le monde. Dai doit alors quitter son île pour ramener la paix dans le monde. Alors, avant de commencer, je vais stopper directement une petite guéguerre entre les pros Fly de J'ai lu et les pros Dai de Tonkam. Personnellement, j'ai découvert Fly avec l'édition J'ai lu, et après j'ai redécouvert avec l'édition de Tonkam. Et on va être sincère, 5 minutes, entre les pages jaune pipi, les noms des personnages qui sont traduits à la zub et qui sont en fait repris de l'adaptation animée qui n'est pas du tout fidèle au manga d'origine, et en plus des approximations au niveau des traductions, par exemple Avan qui est soit un homme soit une femme d'une page à l'autre, honnêtement c'est pas terrible. Donc les mecs qui disent oh c'est fly fly fly, vous êtes juste des trentenaires ou des quarantenaires du Club Dorothée qui est encore des gamins dans votre tête. Les mecs, il faut grandir un petit peu. Fly, c'est juste le nom du dessin animé qui était une erreur d'adaptation. Le vrai nom du personnage, c'est Dai. Voilà. S'il vous plaît, arrêtez de dire Fly. C'est triste. Et je vais être sincère avec vous 5 minutes. Si aujourd'hui encore vous employez le terme Fly, c'est que vous vivez dans le passé. Vous utilisez encore des VHS. Pour vous, Star Wars, c'est encore une trilogie. Et Louis XVI est encore au pouvoir. Oui, vous, mec, vous vivez vraiment dans le passé, là. Voilà, ce point fait, on va pouvoir maintenant parler de Dragon Quest. Ah, Dragon Quest, la quête de Dai. Qui dit Dragon Quest, la quête de Dai, dit Dragon Quest. Qui dit Dragon Quest, dit JRPG hyper long. Qui dit JRPG hyper long, dit adaptation des codes du JRPG en manga. Ah oui, pour ceux qui savent pas, Dragon Quest, à l'origine, c'est un jeu vidéo. Et Dragon Quest, la quête de Dai, est une interprétation libre de l'univers de ce jeu vidéo, dont les codes graphiques de la franchise sont à mettre au dos de Akira Toriyama, le papa de Dragon Ball. Dragon Quest, la quête de Dai est l'un des mangas ayant adapté l'univers vidéoludique en manga, avec aussi Dragon Quest Emblem of Roto dispo chez Kiun, que j'ai pas encore lu. Donc ici, on parlera uniquement de Dragon Quest, la quête de Dai. Ce manga a repris les codes du jeu vidéo, que ce soit le bestiaire, la magie, les techniques ou même les classes. Je vais être sincère avec vous, à la fin de chaque gros combat, j'ai limite l'impression d'entendre cette musique-là à la fin. En plus, en adaptant l'univers de Dragon Quest, on remarque plein de choses directement, comme la montée en puissance des personnages avec des choses toutes bêtes déjà réutilisées maintes et maintes fois dans les mangas ou les JRPG. Le boss d'un arc devient ensuite le bot d'un nouvel arc, montrant ainsi l'évolution des personnages qui galéraient face à un personnage et ensuite ils en affrontent 3 ou 4 d'un coup sans sourciller.
Le manga utilise aussi les classes, et là je vais pas faire le puriste parce que je suis pas du tout un spécialiste de Dragon Quest, et donc je pourrais pas vous dire si des classes un peu plus exotiques comme le Butoka font réellement partie du jeu traditionnel. Mais on a quand même le héros, le guerrier, le mage, le prêtre, El Classico, comme on dirait. C'est comme le nom des attaques et de la magie, je pourrais pas vous dire si c'est vraiment les attaques fidèles du jeu vidéo parce que moi je suis resté sur les noms traduits de Dragon Quest 8. Pour les tenues des personnages qui changent régulièrement d'un arc à l'autre car les personnages doivent s'améliorer et leur équipement doit suivre aussi, que ce soit par du simple loot, de l'achat ou encore de la fabrication ou de l'amélioration. Au niveau du bestiaire, je vais pas vous mentir, on reconnaît tout l'univers créé par Akira Toriyama. Même sans être un fan hardcore, on reconnaît une partie du bestiaire, bien que j'ai l'impression qu'à certains moments, les auteurs s'amusent à créer une nouvelle faune. C'est comme la géopolitique et l'univers qui sont uniques à Dragon Quest la quête de Dai, mais ça c'est un petit peu comme les Final Fantasy et les Dragon Quest, chaque jeu est un nouvel univers, c'est pas une suite, une continuité du même monde. Bon, dans Dragon Quest la quête de Dai, on retrouve aussi des ficelles héritées du JRPG. Comme des centres commerciaux où on trouve de tout et on peut même y faire des enchères. Alors que putain, c'est la fin du monde, donnez cette épée de malade aux héros. Il y a même des donjons labyrinthes impossibles où on peut récupérer des sorts de la mort qui tuent. Le genre de défi de fin de partie pour compléter le jeu à 100%. Alors niveau histoire, je vais pas vous mentir parce que c'est vraiment très simple, très classique, c'est pas une histoire qui va vous transcender par sa complexité, c'est El Classico, héros, qui doit sauver le monde. Point. Même si l'histoire est parfois prévisible, elle reste quand même excellente et il y a quand même de bons moments. Et on a toujours les belles valeurs d'un grand shonen neketsu, à savoir l'amitié, la camaraderie, qui sont souvent les choses qui font gagner les héros. Parce que ça a beau être les sauveurs de l'humanité, si on peut tabasser un méchant à 5 contre 1, on le fait. Et en plus, c'est souvent comme ça qu'ils gagnent, à 5 contre 1. Oui, on prône le courage, le respect, l'amitié, tout ça, mais si on peut gagner à 5 contre 1, là le courage, le respect, tout ça, on oublie. Et on a même droit au L classique, le méchant qui devient gentil parce qu'il s'est rendu compte qu'être méchant, c'était pas bien, et qu'être gentil, c'était bien. Alors oui, ça peut paraître niais, voire ridicule, mais on est quand même sur un manga d'action d'heroic fantasy classique, avec un héros de ce genre très classique. Dai, c'est vraiment le héros qui porte plein de belles valeurs, à savoir le respect, l'amitié et même le non-racisme. Dai, c'est un humain qui a vécu 12 ans sur une île comme étant le seul représentant de sa race. Pendant 12 ans, il était l'unique individu de son espèce. Sur son front, c'est marqué « Soyez tolérants ». C'est même un thème qui est abordé à un moment donné dans le manga. Dai, ça reste aussi un enfant de 12 ans qui reçoit la lourde tâche de sauver l'humanité. Pour un enfant de cet âge, c'est compliqué, et donc c'est naturel de le voir défaillir par moments. Alors ça peut paraître cruel, mais pour moi, ça reste les meilleurs moments de l'histoire. Les passages où les héros se remettent en question, ça pleure, ça chouine, et ça revient plus fort, mentalement, mais aussi physiquement. Après une dure épreuve, une petite larme devant un arbre, et ça repart. Et l'évolution psychologique du personnage est aussi physique. En plus de 3 mois que dure l'aventure de Dai, on va le voir grandir aussi bien en tant que symbole de héros que physiquement. Alors au début il est un petit peu rondouillard et pâteau, et il va vite s'affiner et prendre une belle allure de héros. Et avec le côté JRPG, les auteurs nous montrent cette évolution au travers de fiches techniques de présentation de personnages, nous montrant l'évolution du point de vue des statistiques, mais aussi sur le plan du dessin et de son évolution. D'accord, le personnage a pris 5 niveaux, mais aussi au niveau du dessin, on le voit plus grand, plus costaud et plus imposant. Mais plus que Dai, celui que tout le monde retient au niveau de l'évolution, c'est surtout Pop. Menteur, peureux et couard, au début de l'aventure, il va devenir, au fur et à mesure des tomes, un mage surpuissant. Comme il se qualifie à la fin du manga, ce n'est plus un simple magicien, c'est désormais un archimage. Voir Dai évoluer, c'est cool. Mais plus que Dai, c'est vraiment l'évolution de Pop qui est grisante. Il déborde autant, si ce n'est plus, de cet esprit shonenesque. Et lui aussi, il va évoluer de tome en tome, et ça aussi, ça fait archi plaisir. Et tant que j'y suis à parler des 2 personnages principaux de l'œuvre, autant continuer en parlant du 3e personnage principal de l'œuvre, la touche féminine de l'œuvre, à savoir Mam.
Voir un personnage féminin allier la beauté, la gentillesse maternelle, des bons fights et des scènes un petit peu coquines, avec un développement sentimental centré sur 2 triangles amoureux, et encore une fois, des putains de bonnes scènes d'action, Maham, c'est un super personnage. C'est pas une chouineuse qui attend le grand amour qui s'est barré de son village pour devenir plus fort. Non, 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 Maham, c'est le genre de femme qui quitte ses potes pour devenir plus fort par elle-même, avant de revenir casser les tibias par paquet de 10. Et tout ça dans les années 90. Déjà qu'aujourd'hui, les personnages féminins ont souvent du mal à être sous le feu des projecteurs, Maham a fait fort il y a déjà 30 ans. Alors là, j'aimerais aborder l'arc final du manga, et donc vous connaissez la rengaine, zone spoiler, donc si vous voulez pas être spoilé, allez au timecode indiqué quelque part. Alors l'arc final peut paraître un peu long pour un manga de cette époque. L'arc final s'étale sur quasiment 10 tomes. Mais c'est un arc de folie. Déjà, on a le droit à un enchaînement de duels à couper le souffle, et à aucun moment, le soufflet ne retombe. On est happé dedans et on dévore les derniers tomes à une vitesse hallucinante. Il est vrai que les révélations de dernière minute, ou encore le retour de personnages qu'on n'avait pas vus depuis des dizaines et des dizaines de tomes, peut un petit peu décrédibiliser l'arc final. Mais on ne peut pas nier qu'à aucun moment on ne s'ennuie dans cet arc final. Et comme je le disais un petit peu plus tôt avec l'aspect JRPG, avec l'arc final, on a les pieds en plein dedans. Avec Veyarn, l'empereur du mal, qui apparaît comme un boss en 3 phases. D'abord sa forme de base, un vieillard, le classique vieux sorcier over-cheaté. Puis on passe à une forme plus parfaite, plus forte, qui peut balancer 3 attaques en même temps. Et pour finir, on a une forme démesurée et déshumanisée de nature divine, et on arrive à un duel cosmico-divin où le boss est immensément grand. Et pour finir la vidéo, comme d'habitude, on va parler dessin. Alors, il paraîtrait que Koji Inada est un ancien assistant du grand Akira Toriyama. Je ne sais pas si c'est vrai, mais dans les premiers tomes de la série, on sent encore cette influence Dragon Ball dans le dessin. Et petit à petit, Koji Inada va s'émanciper du style Dragon Ball pour créer son propre style avec toujours une très grande base de Toriyama. On ne peut pas non plus nier l'influence de Dragon Ball dans les scènes d'action. Elles sont fluides, claires et percutantes, toutes les qualités qui ont fait la force de Dragon Ball. Et en même temps, me direz-vous, c'est un petit peu normal d'avoir un style très proche de Toriyama, vu qu'on adapte le jeu Dragon Quest, dont le style est à Toriyama. Donc ça paraît un petit peu logique d'avoir un style assez proche de Dragon Ball ou de Dr. Slump. J'en avais parlé avec l'évolution physique de Dai. En plus de cette évolution physique, on voit aussi l'évolution de Koji Inada en tant que dessinateur. Avec le temps, son style est beaucoup moins en rondeur et beaucoup plus fin. Tu vois la tronche de Dai dans le tome 1 et dans le tome 37, tu vois toute l'évolution qu'a eu l'auteur en 8 ans de prépublication dans le Jump. Et tant que j'y suis à comparer avec Dragon Ball, eh ben autant vous faire une petite liste des similarités qu'il y a entre les deux œuvres. Déjà, on a un personnage sage mais pervers qui nous rappellera facilement un certain Tortue Génial. Et tout au long de l'histoire, on retrouvera des passages entre le comique et le grivois, le genre de passage qu'on avait dans le début de Dragon Ball. Je parle bien sûr du légendaire Paf Paf, ou encore un passage où notre cher héros veut savoir où une princesse cache un objet, à savoir entre ses seins. Et si je continue, je vais devoir rentrer en zone spoiler, donc vous connaissez la musique, allez au timecode indiqué. Dai, comme son ami Sangoku, partage des origines mystiques, qui seront révélées avec la rencontre d'un membre de sa famille. Avec cette révélation, on apprendra qu'il n'est pas vraiment humain, il est en réalité un chevalier dragon. Une race de super guerriers pouvant se transformer. Quand ils s'énervent, leurs cheveux se dressent. Et putain, il y a même un fucking Kamehameha père et fils. En conclusion, Dragon Quest la quête de Dai est un shonen à l'ancienne, un petit peu oublié du grand public. Je dis un grand merci à Tonkam de l'avoir dépoussiéré. Mais je pense que ça n'a pas suffi, car à part quelques connaisseurs de vieux shonen et quelques nostalgiques, je pense pas que le jeune public connaisse Dai. Et c'est dommage parce que pour débuter dans le monde merveilleux du shonen, y a pas mieux. Je dis pas que c'est le meilleur manga du monde, je dis pas que c'est le meilleur shonen du monde, mais c'est une série qui atteint des pics d'intensité mais vraiment
énorme et c'est vraiment une lecture inoubliable. Et je vais être sincère avec vous, c'est un petit peu comme ces vieux JRPG, des fois t'as envie d'y rejouer. Et ben Dragon Quest, une fois par an, t'as envie de le relire parce que c'est bien, parce que la lecture elle est cool, et parce que c'est cool. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Avant de vous quitter, pensez à mettre plein de pouces bleus, partagez la vidéo et laissez des commentaires. Et surtout, en description de cette vidéo, vous trouverez des liens pour aller sur mon Facebook, mon Twitter et mon Discord. Allez, à plus tout le monde et continuez à lire des mangas. Et c'est ainsi que Monsieur Mangas terrassa le sorcier Kiku maléfique, ramenant la paix dans le monde du manga. Et au passage, allez lire Dragon Quest, la quête de Dai.